Bonjour à tous. Dans ce premier épisode, je vais vous parler d'un film américain sorti en 2014, adapté de la nouvelle Bon Ménage, A Good Marriage en VO. Une nouvelle de Stephen King de 2010 parue dans Nuit Noire, Étoile Morte. Je me suis aperçue que j'avais ce livre, puisque mon père m'a gentiment donné tous ces Stephen King, dont celui-ci faisait partie. Je vais donc me servir de ma lecture pour combler quelques petites interrogations que j'ai eues durant mon visionnage et peut-être vous donner du coup quelques clés de compréhension. Le film est réalisé par Peter Askin, qui est a priori plus un homme de théâtre à la base puisqu'il est le fondateur d'un théâtre à New York. L'actrice principale, Joan Allen, que je ne connaissais pas du tout, je dois l'avouer, mais que j'ai trouvée excellente, joue Darcy, et Anthony LaPaglia, qu'on a pu voir entre autres dans FBI Portée disparue, joue Bob Anderson. Je l'ai vu sur Amazon Prime en version française, tout simplement parce que la version originale n'était pas disponible. Petit avertissement, je vais évidemment spoiler, donc si vous comptez le voir, il vaut mieux revenir après votre visionnage du film. Donc c'est parti pour le résumé analyse. Darcy et Bob Anderson forment un couple parfait. Ils vivent dans le Maine évidemment, puisque c'est adapté de Stephen King et que la grande majorité de ses romans se déroulent dans le Maine. Ils fêtent leurs 25 ans de mariage avec leurs amis, leur famille et leurs 2 enfants. Comme lui dit la meilleure amie de Darcy au tout début, ils ont une vie parfaite. Elle est à la tête d'une entreprise qui vend et achète des pièces de monnaie rares, si j'ai bien compris, et lui, il est le meilleur comptable de son entreprise, dixit son patron, probablement, qui est joué par Mike O'Malley, alias le papa de Kurt dans la série Glee, pour ceux qui connaissent. Dès le début, on comprend qu'un tueur en série sévit, et qu'il tue des femmes depuis un moment déjà. Enfin, il les tue, il les torture, il les viole. Un jour où son mari est parti en voyage d'affaires, Darcy a besoin de piles pour la télécommande et part les chercher dans le garage. Quand j'ai regardé le film, je me suis demandé pourquoi elle allait chercher les piles dans le garage, pour commencer. Et en fait, ce premier mystère trouve sa résolution dans le livre, parce qu'il n'y en a plus dans le placard de la cuisine, tout bêtement. Évidemment, elle fait tomber un truc et tombe sur un carton dans lequel se trouvent ses revues d'achat par correspondance, là, je sais pas si vous voyez, type La Redoute, Damar, des trucs comme ça. Justement, elle se demandait où ils étaient passés. Et quand elle les prend, elle les sort du carton, et cachées au milieu, elle trouve des revues pornographiques, mais extrêmes, de bondage et de soumission. Elle commence à se poser des questions, jusqu'à ce qu'elle trouve cachée une boîte dans le mur, derrière une porte, une petite porte, une boîte dans laquelle sont rangées des cartes d'identité appartenant à la dernière victime du tueur en série, qui d'ailleurs se surnomme lui-même Biddy, parce qu'il envoie des lettres à la police pour revendiquer ses meurtres, dans laquelle il joint des cartes d'identité de la victime, et là elle retrouve dans une petite boîte les cartes d'identité de la dernière victime. Alors, à ce moment-là, on a quand même une petite idée de l'identité du tueur, surtout que si on regarde bien, Biddy, en anglais, ce sont les initiales pour B et D, qui sont les initiales de Bob, le mari, et Darcy, sa femme. Du coup, dans toute sa logique, elle décide de ne pas appeler la police. D'ailleurs, ça c'est un autre mystère, pourquoi est-ce qu'ils appellent jamais la police? Je ne sais pas. Et décide de mener sa propre petite enquête pour confirmer que son mari est bien le tueur. Lorsqu'elle l'a au téléphone, vu qu'il est en déplacement du coup, le soir, elle essaye de jouer le jeu, mais il s'aperçoit qu'elle cache un truc et rentre direct à la maison. Il lui dit qu'il sait qu'elle sait, et il lui demande de penser aux enfants, à son entreprise et au scandale que ça causerait si ça se savait. Elle décide donc de lui faire promettre de ne plus recommencer. Lui, il dit qu'il a essayé de lutter contre ses envies, mais ça fait depuis le collège qu'il a des pulsions. Déjà, il accuse un de ses amis, Brian, d'être le méchant de l'histoire. Et évidemment, Brian est mort, donc même la femme ne le connaît pas. Honnêtement, en voyant le film, j'étais même pas sûre que Brian ait vraiment existé. Je me suis demandé s'il n'était pas plutôt le pendant maléfique de Bob, mais dans sa tête, quoi. Une sorte de dissociation de l'identité quand il commet ses meurtres. Dans le livre, c'est un petit peu plus explicite. On parle beaucoup plus de Brian, qui serait mort dans un accident à 14 ans, et on a beaucoup de détails sur lui et ses parents, sur l'enterrement, tout ça, donc je pense qu'il a vraiment existé.
Et cet ami s'appelait donc Brian Delahanty, donc comme vous l'aurez compris, ses initiales sont également BD. Bob parle de tout ça à sa femme avec un détachement et une froideur assez glaçante, et d'ailleurs elle est horrifiée, ça se voit qu'elle a des hauts le cœur, vraiment, j'ai trouvé qu'elle jouait vraiment bien l'actrice, et l'acteur aussi en fait, parce que vraiment on dirait qu'il lui raconte ça comme il lui raconterait qu'il allait boire un coup avec ses potes à la fin de journée de boulot, c'est assez atroce. On apprend également que la sœur de Darcy est morte. Et dans le film, on ne sait pas trop comment. Je me suis demandé si elle n'était pas l'une des premières victimes de son beau-frère, car on sait vraiment pas grand-chose sur les circonstances de sa disparition. Et c'est une troisième question qui trouve sa réponse dans la nouvelle, puisque là également, on apprend qu'elle a eu un accident lorsqu'elle faisait une randonnée à ski, et qu'elle a été renversée par un chauffeur de scooter des neiges ivre. Elle est donc décédée sur le coup. Donc apparemment, ça n'a rien à voir avec Biddy. Attention, je vais vraiment commencer à spoiler maintenant. On voit que Darcy, elle a énormément de mal avec l'acceptation que son mari est un tueur et un violeur en série, et c'est évidemment tout à fait normal, qu'il n'en aurait pas. Elle commence à faire beaucoup de cauchemars et à avoir même des hallucinations parfois, à tel point que on sait faire la différence dans le film, mais il y a vraiment des moments où on se pose la question. Elle lui dit qu'elle accepte de lui pardonner et lui fait jurer de ne jamais recommencer. Mais on voit qu'il y a une cassure dans son esprit lorsqu'elle trouve sur la table de chevet de son mari un énorme couteau. Que lui il dit « Oh oui, j'avais monté là pour découper ma pizza » ou je sais pas quoi, bref, il lui invente une excuse. Et du coup, à partir de ce moment-là, elle commence à avoir vraiment peur pour sa vie. Et on voit que ça monte en tension et que son esprit à elle devient de plus en plus confus jusqu'au moment où elle décide de le tuer, en simulant un accident dans les escaliers parce qu'elle comprend qu'il ne pourra jamais arrêter. Donc en gros, elle le pousse par-dessus la rambarde. Il ne meurt pas tout de suite et elle finit par l'achever à la main en l'étouffant. Puis elle range la scène de crime et appelle les urgences. Au moment de l'enterrement, j'ai eu une dernière interrogation qui là n'a pas eu de réponse dans le livre puisque cet épisode n'existe pas dans le livre. On la voit jeter la paire de boucles d'oreilles que son mari lui a offert pour leurs 25 ans de mariage et qui appartenait en réalité à sa dernière victime. D'ailleurs, petite parenthèse, ça c'est un fétiche fréquent des tueurs en série, de prélever des bijoux ou des vêtements ou des objets sur les scènes de leur crime et parfois même de pousser le vice jusqu'à les offrir pour les faire porter à leur entourage proche. Parenthèse terminée, du coup ces boucles d'oreilles, au lieu de les mettre dans le cercueil ou de ne pas les mettre du tout, de les jeter tout simplement, elle les jette dans le trou sur le cercueil à l'endroit où ses enfants ont jeté, vous savez, la symbolique poignée de terre. Et j'ai pas trop compris pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas voulu revoir son mari avant la fermeture du cercueil ? Et on pourrait comprendre pourquoi, ou est-ce que c'est parce qu'elle a voulu l'emmerder jusque dans la mort en lui mettant un rappel de ce pourquoi il est mort, en gros, en le mettant au-dessus de lui, comme un truc qu'il pourra jamais atteindre et qui sera toujours là. Je sais pas, peut-être que j'extrapole beaucoup. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me la faire savoir, ça m'intéresse. Du coup, le film se termine là-dessus. Enfin, pas tout à fait, mais pour le gros du film, ça se termine là-dessus. À la fin, en fait, on apprend qu'il y a un ancien enquêteur à la retraite qui est sur l'affaire de Biddy depuis très longtemps et qui était à deux doigts de le coincer. Donc en gros, il vient voir Darcy, il lui dit « Je sais que vous savez » et elle lui fait comprendre en gros « Oui, je sais et je sais que vous savez que je sais quoi, en gros ». Bon voilà, et sauf que ce monsieur est très malade et qui finit par mourir en lui disant une femme doit faire ce qu'elle doit faire, en gros, vous avez fait le bon choix, quoi. Alors, on va passer à mon avis. Déjà, on peut noter que l'héroïne est une femme de plus de 20 ans. C'est assez rare pour être relevé dans le cinéma actuel. Elle en a fait la cinquantaine dans le film, et l'actrice a elle-même 58 ans à l'époque de sa sortie. Ce que j'aime bien chez Stephen King, et donc dans ce film, mais également dans Shining par exemple, c'est ce talent qu'il a pour prendre un personnage, là en l'occurrence une femme au foyer, mais pas toujours, qui ne travaille pas, qui n'a pas vraiment de caractère, qui n'a pas de charisme, qui n'a pas vraiment de courage notable, une personne tout à fait lambda en sorte, et il en fait une espèce de héros malgré lui, en le confrontant au pire que l'humain puisse produire.
Et le héros ou l'héroïne finit toujours par trouver la force de repousser ses limites pour le bien d'un enfant, en général, on va pas se mentir. Bref, c'est pas une vidéo sur Stephen King, mais sur couple modèle, donc reprenons. Au niveau de la musique, à part des musiques très sombres, alors il faut savoir que moi je suis pas très sensible à la musique, j'ai du mal à noter quand il y a de la musique. C'est pas des trucs qui me touchent particulièrement. Je sais qu'il y a beaucoup d'adeptes de séries et de cinéma qui sont très très sensibles aux musiques. Moi pas du tout. J'ai quand même noté quelques petites choses. Donc à part des musiques très sombres lors des passages importants et hauts en tension, j'ai noté quand même que le film était assez calme justement et sans morceaux. Il y a beaucoup de périodes où il n'y a pas du tout de musique de fond. Ça rajoute une ambiance assez pesante, surtout au moment où Darcy marche dans la maison et qu'on la suit avec une caméra derrière elle qui bouge comme si quelqu'un justement la suivait. Ça crée une impression d'oppression et de réalisme, comme si son mari allait apparaître derrière elle pour la tuer en fait. D'ailleurs, on peut aussi noter que pour elle, c'est presque un huis clos. C'est presque même entièrement un huis clos en fait, puisque à part au début où ils fêtent leurs 50 ans de mariage et au milieu où il part en déplacement professionnel, tout se passe à la maison en fait, excepté la toute fin lors de la scène de l'enterrement bien sûr, mais je pense qu'un bon 80% du film se passe dans la parfaite petite maison de banlieue du petit couple modèle Robert et Darcy Henderson. J'aime bien cette idée que c'est dans un mur de la maison parfaite justement que se cachait le pire de la personnalité de son mari, pas si parfait. Je sais pas si j'arrive bien à me faire comprendre. Bref, c'est tout pour moi pour cette analyse. Dans l'ensemble, je dirais que ça se regarde bien. C'est pas le film de l'année, mais pour un film d'1h41, j'ai pas trop vu le temps passer. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, ou même si ça vous a simplement intéressé et que vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à me mettre un petit pouce bleu, enfin vous connaissez la chanson. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous conseille d'avoir toujours un stock de piles dans votre placard de la cuisine et de ne pas avoir à aller en chercher dans votre garage. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.